Bienvenue. On se penche aujourd'hui sur un sujet qui semble simple en apparence, mais qui est en fait un vrai champ de mine juridique, les heures supplémentaires. Bonjour. Oui, c'est un sujet qu'on pense tous maîtriser. Exactement, jusqu'au jour où il faut les prouver devant un tribunal. Et là, les choses se compliquent très très vite. C'est tout à fait ça. C'est même l'un des contentieux les plus fréquents en droit du travail, justement parce qu'il y a ce décalage énorme entre le vécu du travailleur et ce qu'il est capable de prouver. Pour bien comprendre ces enjeux, on a pensé partir d'un cas concret, une affaire qui a été jugée et qui est vraiment plein d'enseignements. C'est la meilleure approche. On va décortiquer l'histoire, analyser le raisonnement des juges, puis à la fin en tirer des leçons très pratiques. C'est parti ? Allons-y. Alors, plantons le décor. On a un employé qui, début 2019, réclame à son employeur le paiement d'un montant assez considérable d'heures supplémentaires. D'accord. Et attention, il ne s'agit pas de quelques heures par-ci par-là. Il parle d'un cumul sur plusieurs années, de 2015 à 2018. Ah oui, donc une réclamation massive et rétrospective. C'est déjà, pour un juriste, un premier signal d'alarme. Exactement. Et pour bien comprendre l'affaire, il faut saisir son contexte de travail. C'était un poste avec une très très grande flexibilité. Pas d'horaire fixe, pas de système de pointage. L'employeur, en fait, ne contrôlait pas ses heures de présence. L'employé organisait son temps comme il le souhaitait. Et voilà le premier paradoxe. Cette flexibilité, que beaucoup de salariés recherchent et apprécient, peut devenir un véritable piège juridique quand on en vient aux heures supplémentaires. C'est le cœur du problème. Cet employé explique qu'il était obligé de travailler très souvent depuis la maison, le soir, les week-ends, pour boucler ses dossiers. D'accord. Il donne des exemples précis, la création d'une brochure marketing, l'amélioration du site internet de l'entreprise, des échanges avec des clients hors des heures de bureau, des tâches qui semblent tout à fait plausibles. Plausible, oui, mais en droit, la plausibilité, ça ne suffit pas. La question, c'est comment le prouve-t-il ? C'est là que ça devient fascinant. Pour étayer sa demande, il produit des décomptes d'heures. Mais attention, Oui. ce ne sont pas des relevés faits au jour le jour et validés par son chef. Ce sont des tableaux qu'il a créés lui-même, bien après les faits, spécialement pour la procédure judiciaire. Aïe. Il est même honnête au point d'admettre une marge d'erreur de 10%. Ce qui, du point de vue d'un tribunal, est presque un aveu de l'imprécision de ses propres preuves. Créer un document a posteriori pour prouver un fait passé, c'est une démarche qui rend n'importe quel juge extrêmement méfiant. Et un autre détail qui a son importance, durant toutes ces années, de 2015 à 2018, il n'a jamais soumis le moindre décompte à son employeur. Jamais. Jamais. La première fois que l'entreprise entend parler de ces centaines d'heures, c'est début 2019, quand il arrive avec son tableau récapitulatif. Donc un silence de plusieurs années suivi d'une demande soudaine. La chronologie est vraiment un élément clé dans ce genre d'affaires. Tout à fait. Et la réaction de l'employeur est aussi très intéressante. Il ne rejette pas tout en bloc. Ah non. Dès qu'il reçoit ce fameux tableau, il propose une solution en nature, une compensation en temps. Il dit en substance à son employé « D'accord, pour compenser, vous n'avez qu'à venir travailler 2 heures par jour à l'agence jusqu'à nouvel avis. » Une proposition de sa part, donc. Oui, mais l'employé refuse. Il exige un paiement en argent. Et l'affaire part au tribunal. Le décor est parfaitement planté. On a vraiment tous les ingrédients d'un cas d'école. Des heures non contrôlées, des preuves créées après coup, une réclamation tardive et une tentative de conciliation. Alors, le dossier arrive sur le bureau du juge. Comment est-ce qu'on commence à analyser une situation pareille ? Quel est le principe de base ? Le principe de base, c'est l'article 8 du Code civil. Une règle simple mais impitoyable. Celui qui demande quelque chose doit prouver les faits qui fondent sa demande. D'accord. Appliqué à notre cas, ça veut dire que ce n'est pas à l'employeur de prouver que les heures n'ont pas été faites. Non, c'est au travailleur de prouver qu'il les a faites. C'est ça. C'est à lui de le prouver. Ça paraît logique. Mais il doit prouver quoi exactement ? Juste le fait d'avoir travaillé ? Non, et c'est là toute la subtilité. Le fardeau est triple. Le travailleur doit prouver, primo, qu'il a bien effectué ses heures, secondo, leur nombre exact, ce qu'on appelle la quotité, La quotité ? et tertio, que ces heures étaient soit ordonnées par l'employeur, soit objectivement nécessaires pour faire le travail, soit que l'employeur en avait connaissance et les a acceptées, même silencieusement. C'est un véritable parcours du combattant. Alors revenons à notre employé. Comment les juges ont-ils évalué ces preuves, à commencer par ces fameux tableaux Excel ? Ils les ont écartés assez rapidement. La jurisprudence est très claire là-dessus. Un document créé unilatéralement par une partie, Longtemps après les faits. et pour les besoins de sa propre cause, n'a quasiment aucune force probante. C'est considéré comme une simple affirmation. Une allégation. Ça ne prouve rien en soi.
D'accord, ces décomptes sont jugés peu fiables. Ça semble sévère. Mais il avait d'autres cartes en main, non? Il a bien dû amener quelque chose de plus concret. Oui, il a produit des emails, des courriels envoyés le soir tard ou pendant le week-end. Ah. Et ça, c'est une preuve bien plus tangible. Le tribunal a d'ailleurs reconnu que ces emails démontraient bien une activité professionnelle en dehors des horaires habituels. Voilà qui ressemble à une preuve solide. Un email, c'est daté, c'est indiscutable. Pourquoi ça n'a pas été le coup de grâce pour sa demande? Parce que cette preuve a deux faiblesses majeures. Premièrement, un email envoyé à 22 heures prouve une connexion à 22 heures, mais il ne dit absolument rien sur la durée du travail. Ah oui, juste. L'employé a-t-il travaillé 5 minutes juste pour envoyer ce message, ou a-t-il travaillé 3 heures d'affilée? L'email ne le dit pas. C'est le problème de la fameuse côté T, prouver le nombre d'heures. D'accord, et la deuxième faiblesse? Deuxièmement, et c'est le point le plus faible de son dossier, ces emails ne prouvent pas que ce travail était nécessaire. Il aurait peut-être pu le faire pendant la journée en s'organisant différemment. On sent qu'il lui manque une pièce maîtresse dans son puzzle probatoire. Est-ce que le tribunal a pointé du doigt une preuve spécifique qu'il aurait pu ou dû fournir? Oui, tout à fait. Et c'est une erreur qui lui a coûté cher. Le tribunal a relevé qu'il n'avait pas produit d'éléments plus objectifs, qui étaient pourtant à sa disposition. Comme quoi, par exemple? L'exemple typique, ce sont les registres de connexion de son ordinateur portable professionnel, les fameux logs. Ces fichiers auraient pu montrer de manière bien plus fiable les heures de début et de fin de ses sessions de travail à domicile. Bien sûr. En l'absence de ces données, le doute a persisté. C'est vrai que c'est une preuve technique difficile à contester. L'employé avait un autre argument, plus subtil, celui du silence de l'employeur. Oui, Il disait en somme, mon chef voyait bien que j'étais surchargé, il savait que je n'y arrivais pas dans les heures de bureau, en ne disant rien, il a accepté tacitement mes heures supplémentaires. Est-ce que cet argument tient la route en général? il peut tout à fait tenir la route. La jurisprudence admet que le silence de l'employeur peut valoir approbation tacite. Si un supérieur sait ou devrait savoir qu'un collaborateur fait régulièrement des heures en plus et qu'il laisse faire sans s'y opposer, on considère que ces heures sont approuvées. Mais ici, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? À cause de l'élément dont on a parlé au tout début, la grande flexibilité de son horaire de travail. Ah, on y revient. Exactement. Le raisonnement des juges est le suivant. Dans un système basé sur la confiance et l'autonomie, où l'employé gère son temps comme il l'entend, l'employeur peut légitimement penser que si l'employé travaille en soir, c'est peut-être parce qu'il a pris une après-midi de congé la veille. D'accord. Il y a une présomption de compensation. C'est ça. L'employeur est en droit de présumer que l'employé compense lui-même ses surplus d'heures. L'idée d'une approbation silencieuse est donc beaucoup plus difficile à plaider dans ce contexte. Donc, ce qu'il voyait comme un avantage, sa liberté d'organisation, est devenu l'argument principal qui a fait couler sa demande. C'est un retournement de situation incroyable. C'est le piège classique. Et en plus, la réaction de l'employeur a renforcé sa position. Le fait qu'il ait proposé une compensation en temps. Oui. En proposant immédiatement une compensation en temps dès la première réclamation, il n'a pas agi comme quelqu'un qui approuvait tacitement des heures à payer, mais comme quelqu'un qui gérait un système flexible, basé sur la compensation. Ça a rendu sa position très cohérente. Parlons de cette réclamation qui arrive 3 ou 4 ans après les premières heures. Le fait d'attendre si longtemps, est-ce que ça joue un rôle? Un rôle capital. On touche ici à une notion clé, l'abus de droit. En gros, la justice n'aime pas que l'on attende des années, en donnant l'impression que tout va bien, pour soudainement présenter une facture colossale. C'est considéré comme un manque de bonne foi. Exactement. Il y a un arrêt du tribunal fédéral qui est très parlant à ce sujet. Une employée avait attendu 7 ans pour réclamer plus de 70 000 francs pour 7 000 heures supplémentaires. 7 ans, c'est énorme. C'est énorme. Et le tribunal a jugé sa demande abusive. Le raisonnement est simple. En acceptant son salaire chaque mois, pendant des années, sans jamais émettre la moindre réserve, elle a créé chez son employeur la confiance légitime que tout était en ordre. D'accord. Venir réclamer une fortune si longtemps après, c'est une violation des règles de la bonne foi. Donc, il faut bien distinguer le fait de signaler ses heures et le fait de les réclamer en paiement. C'est une distinction essentielle, oui. Si la surcharge de travail est évidente et que l'employeur ne peut pas l'ignorer, le travailleur n'a pas forcément besoin d'annoncer ses heures chaque semaine. Par contre, pour la demande en paiement, il ne faut pas attendre la fin du contrat ou des années plus tard. Il faut agir dans un délai raisonnable. Et si le juge est convaincu que des heures ont été faites, mais qu'il est impossible de les chiffrer précisément, est-ce qu'il est obligé de rejeter la demande?
Non, le droit lui offre une porte de sortie. C'est l'article 42 alinéa 2 du Code des obligations. Il permet aux juges d'estimer le dommage et par analogie le nombre d'heures lorsque leur montant exact ne peut pas être établi. Mais ce n'est pas une carte blanche. Non. Attention, ce n'est pas une baguette magique. Ça implique que même si le juge peut estimer, le travailleur n'est pas dispensé de lui fournir tous les indices possibles. Il doit amener assez d'éléments pour que l'estimation du juge ne soit pas une pure spéculation, mais qu'elle s'impose avec une certaine force. Et dans le cas de notre employé? Avec ces décomptes jugés peu fiables, l'absence des logs informatiques et le contexte de l'horaire flexible, les juges ont estimé que la base pour une estimation était tout simplement trop fragile. La demande a été rejetée. L'analyse est très claire, mais elle est aussi un peu effrayante pour quiconque se trouve dans une situation similaire. Essayons de transformer ça en un guide de survie. Si on pouvait donner un conseil à cet employé, ce serait lequel? Le premier conseil, le plus important, c'est la documentation. Mais une documentation rigoureuse et surtout contemporaine. Contemporaine, c'est-à-dire? Il ne s'agit pas de créer un tableau Excel 3 ans après la bataille à partir de vagues souvenirs. Il faut tenir un décompte au fil de l'eau, chaque jour ou chaque semaine. Notez la date, l'heure de début, l'heure de fin et une brève description de la tâche. Ça donne une crédibilité immense à un document. Et une fois qu'on a ce document, on le garde précieusement pour le jour du procès? Surtout pas. C'est le deuxième conseil, la communication proactive. Il ne faut pas attendre la fin du contrat pour présenter la facture. La bonne stratégie est de soumettre ce décompte régulièrement à son supérieur. Chaque mois, par exemple? Chaque mois, c'est un bon rythme. Et de le faire par un moyen qui laisse une trace écrite, comme un email. Et que se passe-t-il si l'employeur ignore l'email ou ne signe jamais le décompte? Ce n'est pas grave. Le simple fait de pouvoir prouver qu'il a reçu le décompte et qu'il n'a pas réagi, qu'il ne l'a pas contesté, est déjà un indice très fort de son acceptation tacite. Le silence, dans ce contexte, joue en faveur du travailleur. Un dernier point pour le salarié, l'importance de bien lire son contrat de travail. C'est fondamental. Si le contrat parle d'horaire de confiance, d'autonomie ou d'horaire flexible, il faut savoir que la barre pour prouver des heures supplémentaires sera beaucoup plus haute. D'accord. La présomption est que l'employé gère et compense son temps lui-même. Pour gagner, il faudra démontrer une charge de travail qui est non seulement massive, mais aussi structurelle et durable. Très bien. Maintenant, changeons de perspective. Mettons-nous dans la peau de l'employeur. Il a évité le pire dans notre affaire, mais il a quand même dû gérer un litige. Comment aurait-il pu l'éviter complètement? La meilleure stratégie est préventive. Mettre en place un système de saisie du temps de travail. Même si la loi ne l'y oblige pas toujours. Oui, l'absence de système n'a pas joué contre lui dans notre cas. Mais un système clair, même simple, est le meilleur moyen d'objectiver la situation, de couper court aux discussions et de créer une base factuelle en cas de désaccord. Et au-delà de l'outil technique, il y a la posture managériale. Absolument. Le dialogue et la réactivité sont cruciaux. Un manager qui voit un de ses collaborateurs envoyer systématiquement des emails à 23h ou le dimanche doit réagir. Il ne peut pas juste le laisser faire. Non, il ne doit pas laisser la situation s'installer dans un silence ambigu. Il doit ouvrir la discussion. Est-ce un problème d'organisation personnelle, une surcharge ponctuelle ou un problème structurel? En parler permet de clarifier les attentes. Et si, malgré tout, une réclamation formelle arrive un jour sur son bureau, comme dans notre cas, quelle est la marche à suivre? Le moment de la réclamation est critique. La pire chose à faire est de l'ignorer. Le silence de l'employeur face à une demande chiffrée peut être interprété par un juge comme une acceptation. Donc il faut répondre. Il faut impérativement répondre, et par écrit. La réponse peut être d'accepter le décompte, de le refuser en expliquant pourquoi, ou de proposer une compensation. L'important est d'agir et de documenter sa réaction. Merci beaucoup. Si l'on prend un peu de recul, ce cas met en lumière une tension très actuelle. D'un côté, une aspiration à plus de flexibilité, d'autonomie. De l'autre, des règles de preuve légales qui restent assez rigides. C'est vrai. On voit que l'inaction et le silence, des deux côtés, créent une zone grise juridique qui finit par être néfaste pour tout le monde. C'est une parfaite synthèse. La clarté et la communication en amont sont toujours moins coûteuses, en temps et en argent, qu'un long conflit judiciaire. Et pour terminer, une question qui reste ouverte. Dans un monde du travail de plus en plus orienté vers les résultats, la gestion par objectif, où l'on valorise ce qui est produit plutôt que le temps passé derrière un bureau, comment le droit peut-il s'adapter? Au fond, est-ce que cette notion d'heure supplémentaire, héritée du monde industriel, a encore vraiment un sens pour tous les métiers d'aujourd'hui?